Votre invité ce matin, Pierre Moscovici, premier président de la Cour des comptes. Bonjour Pierre Moscovici. Bonjour. Censure rejetée donc à l'Assemblée hier. Le gouvernement reste en place. L'examen du budget va pouvoir commencer normalement à partir de lundi. C'est de nature à provoquer chez vous un ouf de soulagement ? Je ne suis pas parlementaire, je ne vote pas la censure, je ne vote pas contre la censure, donc je ne me prononce pas sur le fond des choses. Je dirais simplement que pour le président d'une institution chargée des comptes publics, des finances publiques qui je suis, c'est plutôt une bonne nouvelle, un, d'avoir un gouvernement, et deux, de savoir qu'il y a un budget, que ce budget a été déposé dans les temps, ou à peu près, et que ça donne 70 jours au Parlement pour l'examiner. Franchement, nous avons besoin d'un budget pour 2026, et il est mieux que ce soit un budget qui ne soit pas exécuté par ordonnance, loi spéciale, etc. Bref, que la démocratie puisse jouer son rôle. Donc maintenant, voilà au travail. Ça ne va pas être simple. La majorité n'est pas énorme. Enfin, je parle de la majorité Donc c'était une de censure. bonne décision de faire cette suspension de la réforme des retraites pour pouvoir conserver un gouvernement et engager le travail. Franchement, j'ai aucune appréciation là-dessus. Sinon une, j'ai fait un peu de politique dans ma vie quand même. Et apparemment, c'était difficile de faire sans. Après, il y a la question de fond que ça pose. Et aussi la question du financement des retraites, de l'impact de cette suspension sur les finances publiques en général et sur les retraites en particulier. Alors justement, le coût d'ailleurs de cette réforme, parce qu'on a d'abord eu ce chiffrage de Bercy qui disait 3,5 milliards sur 2 ans, 2026-2027. Le gouvernement met en avant un autre chiffre désormais, 2,2 milliards sur 2 ans. Il y a différentes manières de calculer l'impact de cette décision. Quel sera pour vous le vrai coût de cette suspension ? Écoutez, moi, je fais plutôt confiance au gouvernement, entre 2,2 et 3,5. Ça correspond en gros aux chiffres qu'avait la Cour des comptes dans un rapport que nous avons fait pour le précédent Premier ministre, François Bayrou. Mais je pense qu'il ne faut pas s'arrêter là. Il faut regarder plus globalement ce qu'est le coût de nos retraites et ce qu'est la situation financière de nos retraites. Aujourd'hui, en 2025, il y a un déficit de 6,6 milliards d'euros du financement des retraites sur le régime général. C'est ça le chiffre. Si on continue comme ça, il y aura 15 milliards en 2035 et 30 milliards en 2045. Mais ces 15 ou 30 ou 6,6 en 2030 incluent une chose, c'est le rendement de la réforme. La réforme devait rapporter 10 milliards d'euros d'ici à 2030. Et si vous la suspendez, ce n'est pas l'abroger. Ça dépend combien de temps ça dure. Les effets sont de moyen terme. Pour le Imaginons moment, par exemple au début 2028. 2028, mais donc ça c'est 2 milliards. Enfin, ça continue à différer aussi les effets, sans doute. Disons que si on ne trouve pas ces 10 milliards d'ici 2030, il faudra les trouver autrement. Ou accepter que notre financement des retraites soit durablement déficitaire, ce qui, dans un pays qui vieillit, avec un ratio entre les actifs et inactifs qui se dégrade, est un problème réel. Autrement ça vous inquiète ? Je veux dire, nous n'en avons pas fini avec la question des retraites. Nous n'avons pas fini avec la question du financement des retraites. Là, il y a une décision politique qui a été prise, avec un impact financier limité, sans doute, mais pas tout de même négligeable, 2,2 milliards d'euros, si on prend le chiffre du gouvernement. Et puis, il y a une question de moyen terme qui est devant nous. Donc, après 2027, la question du débat sur les retraites, des réformes des retraites, se reposera. Et elle se reposera continuellement. Alors après, il y a des solutions. Je ne vais pas entrer dans ce détail ici. On n'est pas obligé non plus de faire toujours des réformes qui soient, comme on dit, paramétriques. On peut envisager des réformes plus structurelles dans le moyen long terme. On peut s'inspirer de ce que font nos partenaires. On verra. Au-delà des retraites, il se trouve que dans les semaines à venir, dans le budget, il va y avoir beaucoup d'autres sujets. Le Parti socialiste, vos anciens camarades socialistes, demandent d'autres concessions. Ils ont déjà fait une liste sur le gel des pensions de retraite, justement, sur le gel des prestations sociales, sur la fiscalisation des affections longue durée, des revenus étudiants, des revenus des apprentis et, je vais m'arrêter là-dessus, la taxation des plus fortunés. Ils veulent reproposer la taxe Zuckman. Est-ce que vous redoutez la surenchère du PS dans ce débat budgétaire ? Et j'ai fait une observation plus générale, parce que, ancien camarade, oui, sans doute, j'étais un élu socialiste jusqu'en 2014. Ça fait quand même maintenant 11 ans, et je suis aujourd'hui le premier président de la Cour des comptes. Je tiens à le rappeler quand même, parce que je suis totalement impartial dans cette affaire-là. Non, ce qui se passe plus structurellement, c'est que vous avez un budget qui va être très particulier. Pourquoi ? Vous n'avez plus de 49.3. Donc le 49.3, c'est ce qui permet de réguler et d'arrêter à un moment donné les compteurs. Et vous n'avez pas de majorité. Donc à partir de ce moment-là, il y a peut-être un petit côté balle-trappe, si vous voulez, on va lancer des poules, et puis ensuite on va voir ce qui retombe. Donc c'est très particulier, c'est-à-dire que nous sommes dans le moment le plus parlementaire de la 5e, avec même un petit risque de régime d'assemblée. Donc il va falloir que chacun se maîtrise. Je suis incapable de dire ce que les socialistes, mais ils ne sont pas seuls. Les autres aussi, parce que chacun a une voix. Et vous dites qu'il faut que chacun se maîtrise. C'est un appel aux parlementaires à être quoi ? Responsable ? Ce que je veux dire, c'est que de mon point de vue, et aussi du point de vue des engagements de la France,
nous nous devons de respecter tout de même un certain équilibre financier. Et vous savez, tout ça se passe, on ne parle plus que de politique maintenant, mais il y a quand même une réalité derrière, c'est que nos finances publiques sont extrêmement dégradées. Et je le dis aux Français qui nous écoutent, aujourd'hui, nous avons le déficit le plus élevé de la zone euro, 5,4%. Nous avons 3500 presque milliards d'euros de dette publique. Nous remboursons chaque année 74 milliards d'euros. C'est presque le premier budget de la nation. Nos taux d'intérêt ont augmenté de près de 0,5% en un an depuis la dissolution. Nous avons une sorte de nœud coulant autour du cou qui nous étrangle, qui nous empêche de financer la transition écologique, la défense, l'innovation. Et donc, derrière ça, il y a quand même une notion qu'il faut avoir. Il n'y a pas que des échanges politiques, des débats politiques, des votes politiques. Il y a aussi derrière des finances publiques. Et il faut quand même que le déficit se réduisent et se réduisent conséquemment. Je voudrais vous faire entendre, Pierre Moscovici, ce que disait sur ce plateau, hier à votre place, Manuel Bompard, coordinateur national de la France Insoumise. On l'interrogeait sur la position du commissaire européen, qui dit qu'il faut prendre des mesures, commissaire européen à l'économie, et celle du FMI qui tire la sonnette d'alarme et qui dit attention au niveau de dépenses globales, notamment sur notre système de protection sociale. Ce n'est pas au Fonds monétaire international de faire la politique de la France. Et deuxièmement, des budgets qui sont des budgets de coupe massive dans la dépense publique, comme celui qui est mis sur la table aujourd'hui, sont des budgets qui à la fin se traduisent par une récession économique. Qu'est-ce que vous lui répondez ? La France n'est pas une entité bicéphale, ce n'est pas effectivement le FMI ou la Commission européenne qui dirige. Néanmoins, nous vivons dans un environnement international, nous avons des engagements, ceux que nous avons pris à l'égard de l'Union européenne. Tout de même, nous sommes, membres fondateurs de l'euro. Vous savez que quand on a lancé l'euro, les taux d'intérêt, enfin plutôt la dette publique de la France et celle de l'Allemagne étaient exactement identiques, autour de 60%. Nous avons 50% aujourd'hui de dette publique de plus que l'Allemagne. Et tout de même, il y a cette notion de responsabilité. Et puis, ce que nous disent ces institutions internationales, le FMI n'est pas à Paris, et la Commission européenne ne va pas nous sanctionner demain. Ce qu'elle nous dit, c'est quelque chose d'assez simple, c'est vous devez balayer devant votre porte. Sinon, qu'est-ce qui se passe ? On s'endette, et on s'endette de plus en plus. Mais est-ce qu'on balaye, justement ? Est-ce qu'on balaye suffisamment ? Mais non, c'est là où je ne peux pas être en accord avec ce que dit Manuel Bompard. C'est pas, d'ailleurs, pour le FMI ou pour la Commission européenne, c'est pour nous-mêmes. Quand on s'endette, c'est votre cas, c'est le mien. Et si on s'endette beaucoup et qu'on n'a pas de revenus, qu'est-ce qui se passe ? Nos taux d'intérêt augmentent. Le banquier, en l'occurrence c'est les marchés, nous fait payer de plus en plus cher. Et c'est ça le nœud coulant, si vous voulez. Aujourd'hui, nous avons les taux d'intérêt presque les plus élevés de la zone euro. C'est plus que la Belgique, plus que l'Espagne, plus que le Portugal, plus que la Grèce. Autant que l'Italie. Et nous ne pouvons pas accepter cette situation. Elle nous empêche d'agir. Et là, je ne peux pas comprendre qu'un parlementaire, peu importe qu'il soit de gauche ou de droite, explique on va dépenser tranquille, on s'en fout des finances publiques, parce qu'à l'arrivée, non, on n'a plus de marge de manœuvre. Vous savez, dans ma vie publique, j'ai appris une chose. On ne peut pas faire de bonnes politiques publiques, qu'elles soient de droite ou de gauche, sans finances publiques. Sans argent, on ne peut pas agir. Le Premier ministre lui-même a évoqué un objectif de déficit qui a été revu. François Bayrou disait 4,6, c'était 4,7 finalement. Sébastien Lecornu évoque sous les 5%. Les socialistes disent ça peut être 5%. Quel est l'objectif de déficit qui serait pour vous acceptable ? On n'est pas à la foire en train de discuter comme ça. Et puis on parle quand même de milliards derrière ça. Non, il y a quelque chose d'assez précis. Nous nous sommes engagés à l'égard de l'Union européenne. Et c'est le respect de notre, justement, appartenance à l'euro, à passer en dessous de 3% en 2029. Pour ça, il faut une trajectoire. Il faut que chaque année, le déficit baisse. Et nous nous sommes engagés avec un programme de moyen terme que nous avons justement communiqué à nos partenaires et à la Commission européenne. Ce programme dit que pour cette année, ça doit être 4,6, plutôt 2026, 4,6. 4,7, c'est proche de 4,6. Je vais être normand, j'adore la Normandie. Plus on s'éloigne de ces 4,7, eh bien plus il faudra faire un effort plus conséquent dans les années qui viennent. Voilà. Et si vous êtes à 5, vous n'êtes plus tout à fait dans les clous. Ça devient très difficile d'aller à 3,7. Ce n'est pas raisonnable. Pour moi, 5%, c'est la Commission européenne qui évalue, c'est vraiment un grand maximum. Merci beaucoup Pierre Moscovici, merci Adrien Gindre.